La première, jusqu'à 10h, c'est Médialogue. Annick Dubié est dans Médialogue. Bonjour madame. Bonjour. Annick Dubié, vous êtes professeure à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, mais c'est bel et bien sous votre nouvelle casquette que je vous reçois ce matin, celle de vice-présidente du Conseil suisse de la presse. Le Conseil de la presse, le CSP, c'est le paratonnerre des mécontents de la presse de ce pays, c'est le réceptacle des plaintes qui portent sur la déontologie des journalistes suisses, des plaintes qui atteignent des niveaux records depuis 4 ans, on le verra dans un instant. Annick Dubié, vous en êtes membre depuis 8 ans de ce Conseil suisse de la presse. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui d'en prendre l'une des vice-présidences ? Pour plusieurs raisons. D'une part, le Conseil suisse de la presse, c'est 21 membres répartis dans 3 chambres en fonction des langues du pays. La chambre romande compte 7 membres et les 2 autres 7 aussi. Et puis, sur ces 21 membres, il y a 6 représentants du public, dont je fais partie, parce que les journalistes transmettent par cette composition leur volonté de discuter de leur déontologie et des questions qu'elle leur pose avec ceux à qui ils s'adressent, c'est-à-dire leur public. Il y a donc des représentants du public et des représentants des journalistes au sein du CSP, mais on le précise quand même, c'est pas un organe juridique officiel, c'est pas un tribunal. Les décisions du CSP n'ont pas valeur légale. Non, du tout. C'est une instance déontologique. Donc, ce sont les journalistes qui se donnent cette instance pour discuter entre eux des questions qui se posent, des nouveautés, des erreurs qui ont été éventuellement commises et ainsi de suite. Donc, vous me demandiez pourquoi accepter. D'une part, pour représenter le public, ça me paraît très important. Ensuite, parce que je pense que c'est un organisme vraiment fondamentale, nécessaire, parce que l'information est un bien public et que donc ceux qui la produisent doivent pouvoir en discuter avec ceux à qui elle est destinée. Et puis, c'est une instance qui permet la discussion sur les questions fondamentales que pose l'information. Et puis évidemment, c'est un sujet qui vous intéresse au premier chef, puisque vous êtes professeur de journalisme à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Ça, c'est la motivation personnelle, ça ne gâche rien. Ça ne gâche rien. Nouvelle vice-présidente, donc, Annick Dubié du Conseil suisse de la presse, dans Médialogue ce matin. Vous avez pris vos fonctions le 1er juillet. On le souligne aussi à l'occasion d'un profond renouvellement de cet organisme. Désormais, à un poste près, ce ne sont que des femmes qui occupent les postes stratégiques du CSP. J'imagine que c'est important pour vous ? Alors c'est sans doute un peu hasard, mais c'est pas plus mal. Au fond, c'est représentatif des évolutions de la société. Et puis effectivement, la présidente et une vice-présidence et la direction sont désormais féminines. Donc, oui, voilà. La nouvelle présidente du CSP au niveau national, c'est la journaliste alémanique Suzanne Boss, qui a remplacé le jeune bois Philippe von Burg après de nombreuses années. Dominique von Burg. Dominique von Burg après de nombreuses années de bons et de loyaux services. Plusieurs défis vous attendent, vous et vos collègues du Conseil suisse de la presse. D'abord, la médiatisation de vos activités. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ces décisions du CSP soient davantage publiées par les médias, Annick Dubié ? Parce que par nature, elles ont vocation à l'être. Ça ne sert à rien que les journalistes entre eux et elles discutent entre initiés de ce qui s'est passé, des questions qui se posent à elles et eux. Il faut qu'ils puissent échanger avec le public. Il faut qu'ils fassent comprendre en quoi consiste leur travail et puis quelles sont ces évolutions. Donc c'est fondamental que ces décisions puissent être discutées. Elles ont vocation à être reprises dans les médias qu'elles concernent, et presque tous les médias jouent le jeu. Et puis ensuite, elles ont vocation aussi, évidemment, même à être initiées par leur public. Vous pouvez, en tant que journaliste, mais aussi votre famille, en tant que public, vous adresser au Conseil suisse de la presse en vous étonnant ou en vous interrogeant sur une couverture dont vous avez eu connaissance et qui vous pose question du point de vue de la déontologie. Donc, tout un chacun peut s'adresser au Conseil suisse de la presse. Bon, on peut comprendre qu'une publication veuille faire amende honorable, reconnaître la faute, surtout lorsqu'elle a été épinglée par les pairs, par le Conseil de déontologie au niveau suisse. Reste que c'est quand même un peu difficile, peut-être délicat, de publier des annonces qui concernent d'autres médias, non ? Alors a priori, c'est le média lui-même qui publie la ça. Décision qui le concerne. Elle n'est pas toujours négative. Parfois, okay. Le Conseil suisse de la presse estime que l'organe n'a pas violé les règles qui sont les siennes. C'est même régulier. Et puis, en principe, c'est le média concerné qui lui-même publie la décision. Et puis ensuite, elle est disponible ouvertement sur le site du Conseil suisse de la presse.
ce que je vous recommande. Autre défi, le financement du Conseil suisse de la presse. Aujourd'hui, ce sont des contributions de la branche médiatique et de quelques entreprises qui font tourner la machine. Ce sera suffisant à long terme ? Le Conseil suisse de la presse est chroniquement sous-financé, ça c'est clair. C'est une structure qui a quelques postes de personnes qui sont payées pour y travailler, mais pour le reste, il compte sur la contribution de gens comme moi qui ne font pas de ça leur activité principale. Donc le défi, ça va être, avec cette augmentation que vous évoquiez au début de l'émission, de faire face à l'augmentation des plaintes. Et là, évidemment, c'est une question, c'est un problème, mais voilà, il y a des démarches en cours pour essayer de pérenniser ces structures. Il y a quelques soutiens des pouvoirs publics via l'Ofcom par exemple. La nouvelle loi sur les médias devrait permettre aussi d'apporter un financement qui respecte l'indépendance complète du Conseil suisse de la presse, mais qui lui permette simplement de faire face à ses responsabilités, de continuer à jouer son rôle qui est un rôle d'intérêt public. Alors parlons-en directement de ce troisième défi, l'inflation du nombre de plaintes. Cela fait 4 ans de suite que des records sont battus. La moyenne annuelle était longtemps située autour des 80 plaintes. Elle est passée à 120 plaintes par année en 2017 pour atteindre les 180 plaintes par année pour l'année dernière en 2020. Alors vous me disiez en préparant cette interview qu'il y a une vision pessimiste. La vision pessimiste, c'est aïe aïe aïe, il y a de plus en plus de problèmes de déontologie journalistique dans ce pays. Et puis la vision optimiste, c'est super, le public est avide d'informations de qualité, de journalisme irréprochable. Vous êtes dans quel camp, Annick Dubié, le camp optimiste ou pessimiste? Optimiste, pardon. Ça fait peur. Bien sûr, je ne veux voir a priori que le côté positif, c'est-à-dire que nous avons vocation à discuter des questions de déontologie dans l'espace public et nous pouvons le faire. Et plus il y a de plaintes, plus ça marque l'intérêt du public pour savoir comment ça marche, pourquoi ça peut ou ne peut pas être admis tel que c'est publié. Donc tant mieux, et je pense que on doit continuer comme ça. Le seul souci, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de réussir à faire face, de répondre à toutes ces plaintes avec la structure telle qu'elle existe maintenant. Et ça, à l'évidence, on ne pourra pas continuer de manière exponentielle sans changer quelque chose à la structure et au financement. Mais je pense vraiment que cette augmentation qui est liée, on l'a dit en préparant à la pandémie, ça c'est clair, mais aussi à l'ère du temps, qui veut que le public s'implique plus et plus actif dans le fonctionnement de ces médias, et ça me paraît une évolution également positive. Donc voyons le bon côté des choses, tout en sachant que, évidemment, bien sûr, il y aura toujours des questions et des plaintes. Ça me paraît normal dans un fonctionnement démocratique des médias et dans des médias qui s'interrogent sur leur intérêt public. Si la pandémie a provoqué une explosion vraiment des plaintes l'an dernier, 180 plaintes, on rappelle quelques années auparavant, c'était juste 80, grosso modo, comme ça, par année. Si la pandémie a provoqué une explosion des plaintes concernant la déontologie journalistique en Suisse, c'est parce que les journalistes n'ont pas assez bien fait leur boulot ? Je ne pense pas, je pense que c'est surtout parce que les gens confrontés à cette épidémie difficile à comprendre, qui posait toute une série de questions auxquelles on n'avait pas forcément les réponses, se sont tournés vers les médias qui sont devenus d'autant plus indispensables et qui ont montré leur intérêt public et leur côté nécessaire dans le fonctionnement de la société. Simplement, les publics se sont plus interrogés, ont plus consommé des médias et donc ont plus interrogé par moments la manière dont les médias avaient traité la pandémie. Et puis bien sûr qu'il y a des questions qui se sont posées. C'était nouveau. On n'avait jamais connu ça dans le fonctionnement médiatique. Et le Conseil suisse de la presse, c'est pas seulement les fautes qui sont commises, c'est aussi les évolutions, les questions qu'on se pose. C'est un métier où on doit aller très vite, où de temps en temps on s'interroge, où un journaliste peut décemment se dire tiens, je l'ai fait comme ça, est-ce que j'aurais dû le faire autrement? Donc voilà, là encore, j'ai une vision plutôt positive et optimiste. Et optimiste. Plutôt que pessimiste. Annick Dubié est dans Médialogue. Sur la première, Annick Dubié, professeure de journalisme à l'Université de Neuchâtel. Désormais, c'est tout frais, depuis le 1er juillet, vice-présidente du Conseil suisse de la presse. Vous représentez le public. Il y a d'autres membres qui représentent les médias et les journalistes. Quelles sont les entorses les plus fréquemment évoquées dans les plaintes? Les entorses au code
donc de déontologie des journalistes suisses, elle même partout à travers la planète, du moins dans les pays où la liberté de la presse est active. On appelle ça la déclaration des devoirs et des droits du journaliste. Quelles sont les entorses les plus fréquemment citées dans les plaintes que le CSP reçoit ? Je peux peut-être vous les résumer en rappelant les 3 valeurs de base de tout code déontologie, y compris notre déclaration. C'est la recherche de la vérité, l'indépendance du journaliste et le respect des personnes qui font l'objet de la couverture. Donc les plaintes les plus courantes touchent à l'article 7 de la déclaration, qui est donc le respect de la vie privée, qui touche au respect des personnes. Mais ça, c'est un peu en diminution. En 2020, on a vu plus de plaintes touchant à la séparation entre rédactionnel et publicitaire. L'article 10 de la déclaration qui posait question, puisque un public reportage n'est évidemment pas une information et un travail journalistique, donc on voit émerger des nouveaux formats et en même temps les questions qui ont trait à cela. Je dirais la 3e tendance, c'est ce fameux article 1 sur la recherche de la vérité qui est très souvent invoqué parce que c'est aussi le plus général. Le journaliste doit rechercher la vérité en vertu du droit que le public a de la connaître. Alors ça tombe bien parce que souvent le vendredi après-midi, le CSP envoie ses communiqués de presse aux rédactions avec ses décisions. Et hier, un cas concernait justement la recherche de la vérité. Le CSP parlait de l'exemple d'une avocate qualifiée à tort d'adepte des paradis fiscaux. Vous pouvez nous parler de cet exemple-là ? Oui, alors là, la décision a porté essentiellement sur la recherche de la vérité qu'on vient d'évoquer. En l'occurrence, le CSP, dans le cas d'espèce, a reconnu la qualité du travail d'enquête qui avait été effectué. Il s'agissait d'un travail d'enquête sur les financements occultes et puis les paradis fiscaux, a reconnu donc la qualité du travail et puis a été interpellé par une personne qui était mise en scène dans l'article sur le fait qu'une information n'avait pas été donnée complètement alors qu'elle était à disposition. Ça, c'est l'article 3. Et en particulier sur le fait que le titre de l'article web, pas de l'article print, mais de l'article web, comportait ce terme d'adepte que vous avez évoqué. On disait que la personne concernée était adepte des paradis fiscaux. Et effectivement, le CSP a remarqué que si le travail de fond était bien effectué, ce terme d'adepte posait problème parce que les faits qui étaient recueillis ne permettaient pas de qualifier cette personne-là d'adepte. Et puis, il y avait aussi cette question d'une information qui n'était pas complètement restituée. On disait que la personne avait ouvert 2 sociétés dans un paradis fiscal, alors que une des 2 n'avait été ouverte que par le cabinet dont elle était l'employée. Bref, c'est dans les détails que se cache le diable, on le sait. Dans ce cas-là, le Conseil suisse de la presse a conclu à la violation. Dans d'autres, il lui arrive de conclure que le travail a été correctement effectué et que donc il n'y a pas lieu de conclure à une violation et que le journaliste a le droit lui aussi de restituer de la manière dont il l'entend. Ouais. Autre exemple, un peu plus ancien, mais intéressant aussi parce qu'il concerne la pandémie. C'est un exemple qui figure dans le dernier rapport du Conseil suisse de la presse, qui dit que qui rappelle que les médias doivent rester critiques même face aux communiqués de presse officiels. Le cas, en l'occurrence, porte sur une information erronée de l'hôpital universitaire de Zurich, qui prétendait à tort que 10% des malades du Covid étaient en grand danger. Du coup, quand le communiqué sort, certaines publications ont relayé sans autre cette information, d'autres ont vérifié et ont débunké, pardon pour l'anglicisme. Que nous dit ce cas précis-là, Annick Dubié ? Alors, on est de nouveau sur la question de la recherche de la vérité, qui est le point 1 de la déclaration, voire même de la manière dont on traite les sources, qui est le point 3. C'est-à-dire qu'effectivement, une source fût-elle institutionnelle, fiable, considérée comme ne cherchant qu'à transmettre ce qui est effectif, elle doit néanmoins être recoupée, elle doit néanmoins être complétée, ce qui n'a pas été le cas dans le cas que vous évoquez, pour des raisons qui sont parfois des raisons de temps, qui sont pas simplement des raisons de la manière dont on considère la source, une source institutionnelle, que ce soit l'État, la police ou un hôpital, a priori, et on a raison, c'est une source fiable, ça ne suffit néanmoins pas pour rechercher la vérité, puisque, à l'évidence, parfois les sources se trompent. Je ne sais pas quel était le cas dans ce qu'on vient d'évoquer, mais parfois les sources se trompent, parfois elles présentent les choses d'une manière qui n'est pas tout à fait complète. Où il y a des erreurs. Voilà, il peut y avoir des erreurs, il n'y a pas forcément malhonnêteté, mais voilà, en l'occurrence, une source, ça se
recoupe dans une pratique journalistique. Quand même un mot de la protection de la vie privée, parce que, alors dire que c'est votre dada, ce serait un peu prendre des raccourcis, mais vous êtes une des grandes spécialistes du fait divers de notre pays, Annick Dubié. Un exemple concernant la protection de la vie privée, c'est ce journal qui révèle qu'un député bâlois, membre de la commission de l'éducation, envoie ses enfants dans un gymnase en Allemagne. Alors évidemment, le journal publie, le député en question estime que c'est sa vie privée et que la presse n'a pas à publier cette histoire. Qu'en a dit le CSP ? Bien, il lui a donné tort sur la base de l'article 7 de la déclaration qui dit, qui met au fond en tension ce droit à la vie privée et à la protection de la vie privée, qui est donc le respect des personnes, avec la recherche de la vérité et le droit que le public a de la connaître. En l'occurrence, le média a jugé que le public avait le droit de savoir qu'un représentant politique qui intervenait dans les politiques publiques sur l'éducation ne prenait pas acte pour lui-même et pour ses enfants de ce fait-là et les envoyait ailleurs s'éduquer. En l'occurrence, la balance, c'est entre la personnalité publique de la personne qui a donc droit à une protection de la vie privée qui est moins grande qu'un quidam qui pourrait faire l'objet d'une médiatisation dans un fait divers. Une autre question assez technique se posait au CSP dans ce cas-là, puisqu'il s'agissait d'enfants, mais d'enfants adolescents. Les enfants méritent une protection particulière, estime le code de déontologie, mais en l'occurrence là, elle n'était pas jugée suffisante pour faire pencher la balance plutôt du côté de la protection de la vie privée que du côté de l'intérêt public. Et c'est un cas dans lequel le CSP n'est pas entré en matière pour une violation. Annick Dubié, évidemment, évidemment, non, mais la déontologie évolue, le monde évolue, les médias, évidemment, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, évoluent ces dernières années. Il y a les réseaux sociaux qui ne sont pas soumis au même code de déontologie. Quelle tendance vous voyez maintenant pour l'évolution de ce domaine-là ? Est-ce qu'il y a des pistes qui vont prendre de l'ampleur, qui vont se transformer à terme en autoroute ? Bien sûr, le CSP donc a vocation à mettre en discussion, il a vocation à débattre de la déontologie journalistique, donc il doit évoluer avec son temps. Les textes évoluent, la déclaration dont on a parlé est adjointe d'un certain nombre de directives qui, elles, peuvent évoluer relativement facilement si le plénum du Conseil en décide de cette manière-là. Alors on a eu un cas il y a quelques années d'autosaisie. Le Conseil suisse de la presse a trouvé dans l'espace public une question qui lui paraissait d'importance et il a estimé qu'il devait pouvoir dans ses textes en rendre compte. Il s'agissait donc de récupération d'images et d'informations sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas protégés par un mot de passe. Et puis la question s'était posée de savoir si dans la déontologie journalistique on pouvait considérer comme acceptable de reprendre des informations qui circulaient dans l'espace public sans demander aux personnes concernées si on pouvait le faire. Il s'agissait de l'accident de car de Sierre, tristement célèbre. Et donc le Conseil s'est autosaisi. Il a pris une position sur la question et ensuite il a modifié ses directives dans ce sens-là pour se permettre de pouvoir statuer sur des questions qui touchent aux réseaux sociaux parce que jusque-là, le texte, la déclaration et les directives ne lui permettaient pas tout simplement de se prononcer sur cette question-là. À l'évidence, ça va être encore des questions qui vont se poser à lui à l'avenir et à l'évidence, il va continuer à se donner les moyens de faire évoluer sa pratique et ses textes. Ok, donc ça c'est une des pistes, adapter les directives déontologiques des journalistes au nouveau monde numérique. Une autre piste, un autre exemple peut-être pour terminer. Alors un autre exemple récent qui est moins massif, c'est la question de l'audition en cas de reproche grave. Okay. Donc quand une personne, quelle qu'elle soit, se voit faire l'objet de reproches graves dans une couverture médiatique, a priori, elle a le droit d'être entendue, qui est un droit élémentaire de la loi aussi, le droit d'être entendu. Le Conseil suisse de la presse connaît lui aussi une version de ce droit-là. Je vous rassure, c'est de la dentelle. Les journalistes ont toujours le droit de mettre en cause un certain nombre de personnes. Ils ont toujours le droit de le faire de la manière qui leur paraît bonne. Simplement, du point de vue du texte de la déclaration, il nous paraissait que ce droit d'être entendu, qui se limitait jusqu'à présent aux problèmes pénaux, devait être étendu et que même si quelqu'un n'était pas susceptible d'être l'objet d'une poursuite pénale, le reproche était néanmoins grave et donc, dans la mesure du possible, cette personne devait être entendue pour qu'elle puisse donner sa version des faits. Donc voilà, ça a fait l'objet d'une décision il y a 2 mois du Conseil suisse qui a légèrement adapté. Mais je vous rassure, il y a 16 membres sur 21
21 qui sont des représentants de la profession dans le consensus de la presse et qui viennent de tous les organes médiatiques du pays, pas seulement les organes de référence, aussi les organes populaires. Et donc, ils sont là pour défendre aussi le droit des journalistes à faire leur métier et à mettre en cause, comme c'est leur tâche, les pouvoirs publics et les personnes qui semblent poser question du point de vue de l'intérêt public. Annick Dubié, vous êtes depuis 2 mois maintenant vice-présidente du Conseil suisse de la presse. Vous représentez le public au sein de cet organe qui analyse les plaintes portant sur la déontologie journalistique. Vous êtes aussi professeur à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous aussi.